Les relations du Maroc avec l'UE n'ont jamais été aussi denses, dixit le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita. Une déclaration pleine de sens, surtout dans le contexte régional actuel. C'était juste après ces entretiens jeudi à Rabat avec le commissaire européen à la politique de voisinage et à l'élargissement, Oliver Varhelyi. Les objectifs et les défis sont communs et les deux parties ont émis leur souhait de faire de 2023 l'année de l'engagement et de davantage de rapprochement dans plusieurs domaines. D'ailleurs, 5 accords ont été scellés à l'issue de cette visite. Je reçois pour en discuter notre consultant en affaires économiques et politiques, Driss Aissaoui. Bonjour. Bonjour. Le Maroc et l'Europe, partenaires contre vents et marées. Qu'est-ce qui fait la solidité de ce partenariat? Donc d'abord pour contextualiser et puis on reviendra sur les détails des accords qui ont été signés et surtout dans tout le sens que porte cette visite compte tenu du contexte actuel. Il y a d'abord l'histoire. Bien sûr. C'est une relation que le Maroc entretient avec l'Union européenne et avec l'Europe de manière générale depuis, on va dire, les années 60. C'est une coopération technique, ensuite financière, et c'est une coopération qui a évolué vers un partenariat qui a changé de forme pendant plusieurs années pour devenir un statut avancé qui a été accordé au Maroc, et c'était un signe de confiance de la part de la Commission européenne qui est gouvernée surtout par des technocrates. Et ils ont compris que le Maroc est un pays qui a tout ce qu'il faut pour être un vrai partenaire avec lequel l'Europe peut construire un partenariat intelligent, un partenariat d'avenir, et c'est ce qui a été fait sur beaucoup de sujets, beaucoup de domaines. Alors, on peut citer tous les domaines que vous souhaitez, vous allez trouver que finalement, le Maroc a répondu présent, mais plus que présent, c'est le meilleur élève de la classe. C'est ça le Maroc. En témoigne d'ailleurs le commissaire européen à la politique de voisinage et à l'élargissement, Oliver Varhelyi, qui a déclaré, je cite, « Les réformes que nous voyons au Maroc sont des réformes ambitieuses et avec des valeurs européennes qu'il nous est facile de soutenir. » Donc, ça conforte en fait cette idée d'un Maroc sur lequel on peut compter, d'un Maroc qui répond aux normes européennes, si on peut l'appeler ainsi, en fait, ou faire un peu cette analogie-là. Ce commentaire intervient aussi quand même dans un contexte assez particulier, notamment avec le Parlement européen, Driss Aissaoui. Plus que le Parlement européen, c'est un travail de lobbyiste. Il y a eu des lobbies anti-marocains et qui ont dépensé un argent fou pour pouvoir faire ce lobbying, et ils ont fait monter la sauce au niveau du Parlement européen pour être véritablement, pour prendre des initiatives contre la réputation du Maroc, ce qui est extraordinaire. Pourquoi casser cette image d'un pays qui a pratiquement, il est rentré dans 13 siècles d'existence en tant qu'État-nation, c'est le Maroc. Et on ne peut pas venir aujourd'hui dire que le Maroc n'a pas un problème de droits de l'homme, un problème de liberté d'expression ou un problème ici ou là. Le Maroc est un pays qui a pu développer sa démocratie, son développement économique et social avec beaucoup de maîtrise, et surtout avec beaucoup de force, que ce soit au niveau structurel ou au niveau des conjonctures que le Maroc a dû connaître. Donc, tout ce qui a été fait n'a pas pu toucher d'un seul iota la réputation du Maroc. Et le Maroc est resté clean, clair et direct dans ses positions, droit dans ses bottes, et il n'a jamais été bouleversé par le lobbying dont on est en train de parler, qui est le fait d'un certain nombre de partis au sein de l'Union européenne, même en dehors de l'Union européenne. Il y a beaucoup de gens, des voisins, qui n'aiment pas le Maroc et qui font tout pour casser son image. Et pourtant, et pour reprendre toujours les déclarations de Varhelyi, le Royaume est un pilier pour la paix dans la région. Oui, bien sûr. Ça, le Maroc, non seulement il l'a montré, il l'a dit. À chaque fois qu'il était possible de lancer un message pour la paix, pour la stabilité au niveau de cette région, le Maroc l'a fait. Et particulièrement dans la région du Sahel, particulièrement dans la région au sud du Sahara, quand le Maroc a demandé à ce qu'au niveau de l'Union européenne, au niveau du Maghreb, on puisse justement développer un partenariat pour lutter contre toutes ces, toutes ces tergiversations qui font que la situation est devenue intenable.
La situation est devenue ingérable sur le plan sécuritaire. Et de toutes les manières, on le sait très bien, tout ce qui est lobbying sur cette histoire n'a jamais fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas considéré que le Maroc avait raison. Or, il avait plus que raison. Le Maroc a toujours eu le mot qu'il faut, le mot juste sur ces affaires de sécurité, de stabilité au niveau de la région, et plus que ça. La coopération entre le Maroc et les pays européens, elle est extraordinaire, parce que c'est le Maroc qui a donné les plus importantes informations sur les réseaux terroristes. Ça, c'est parti d'ici. D'ailleurs, on voit l'image, le ministre de l'Intérieur, Silftit, avec le commissaire européen qui est chargé du voisinage et de l'élargissement. Et cette déclaration du chef de la diplomatie marocaine, Hassan Bourita, j'ai commencé cette entrevue en le citant, les relations du Maroc avec l'UE n'ont jamais été aussi denses. Oui, il a raison de le dire. Bien sûr. Il a raison de le dire. Et là, ça contredit toutes les rumeurs qui évoquent un affaiblissement des relations entre le Maroc et l'Europe. Le ministre marocain de la coopération internationale, de l'Afrique, des Marocains résidant à l'étranger, a dit quelque chose d'extraordinaire. Les relations sont denses. C'est-à-dire qu'il y a un rapprochement inégalable au niveau entre le Maroc et l'Union européenne. Et ça, ce n'est pas facile. Personne, aucun pays au monde ne peut considérer qu'il a des relations denses. Quand on dit dense, cela sous-entend beaucoup de choses. Cela sous-entend ce que vous avez dit tout à l'heure, la relation avec le ministère de l'Intérieur. Quand on dit ici, au Maroc, le ministère de l'Intérieur, c'est une mécanique extraordinaire de compétences au niveau de la sécurité, au niveau de la gestion du territoire et au niveau du développement. Parce que ce sont de véritables développeurs qui sont au ministère de l'Intérieur et qui aident le Maroc à être de l'avant et à être véritablement très très loin devant un certain nombre de citoyens et d'amis ou d'ennemis du Maroc par rapport à l'Union européenne. Et le Maroc n'a pas attendu que l'Union européenne soit ce qu'elle est. Le Maroc a développé ses relations, il a développé son partenariat en bonne intelligence bien avant tout cela. Alors justement, puisqu'on parle de sécurité, un des 5 programmes de coopération qui ont été signés à l'issue de cette visite donc, du commissaire européen concerne la gestion des migrations. Il s'agit aussi de la protection sociale, la réforme de l'administration publique, l'inclusion financière, la protection sociale, bref, 5 programmes de coopération d'un montant global de 5,5 milliards de dirhams. Oui, d'abord, c'est un geste fortement significatif de la part de l'Union européenne. Parce que les Européens, surtout la Commission européenne, ne met pas son argent là où il ne faut pas. 5 millions de dirhams, c'est extraordinaire. 5 milliards de dirhams, c'est quelque chose de colossal. Ça a été fait, pourquoi ? Parce que les Européens et le Maroc ont décidé de passer à l'acte et d'arrêter de discuter de ce qu'on peut faire, de comment on peut gérer la sécurité. Je voudrais juste vous rappeler une chose. Entre le Maroc et l'Espagne, par exemple, avec le royaume avec lequel nous entretenons des relations de partenariat extraordinaires, avec la visite du chef du gouvernement espagnol ici, donc c'est un pays avec lequel on a géré des dossiers extrêmement difficiles. Il y a le mur entre Ceuta et le nord du Maroc, qui est une préside occupée par l'Espagne, et on l'a géré de la manière la plus intelligente. Aujourd'hui, il n'y a plus de femmes mulets. On n'a plus ce problème-là. Pourquoi ? Parce que les Marocains ont développé une activité, disant, au lieu de laisser les gens traîner comme des bêtes à prendre de la marchandise fabriquée en Chine, qui a transité par l'Espagne, ensuite qui vient être vendue au Maroc, on a arrêté tout ça, parce qu'on a installé des unités de fabrication de tout cela à la frontière avec l'Espagne, et les gens, ils prennent cette marchandise, ils la vendent à partir du Maroc, à partir d'une valeur ajoutée marocaine et d'un savoir-faire marocain. Et ces femmes et ces hommes qui faisaient la transhumance
sur les frontières, même si elles sont factices, ils font cette transhumance et gagnent leur vie de manière extraordinaire. Donc, je pense que le Maroc a pu, avec l'Espagne, avec l'Europe de manière générale, de développer des partenariats de bonne intelligence et qui vont très loin. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le commissaire européen il a parlé de la nécessité de donner du concret. Parce qu'en fait, 2022-2021, c'était des années de stabilisation, de regard de ce qu'on pouvait faire. Mais aujourd'hui, ce commissaire est venu pour dire nous passons à des choses beaucoup plus importantes. 2023 sera l'année de la concrétisation de ce que sera l'avenir du Maroc avec l'Europe, avec l'Union européenne en tant que partenaire de premier choix au niveau de la rive sud de la Méditerranée. Et cela va quand même à l'encontre de la position du Parlement européen actuel vis-à-vis du Maroc. Le Parlement européen, je vous l'ai dit dès le départ. La Commission, on a l'impression que cette Commission européenne se désengage un peu des prises de position, parce que c'est clair que ce sont des prises de position qui sont un peu totalement à l'encontre des intérêts du Royaume, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs. Mais pour des raisons d'argent. Peut-être. C'est de l'argent de lobbying qui a été dépensé. Je ne veux pas dire de qui ça vient, mais c'est un argent facile qui était entre les mains de gens qui n'aiment pas le Maroc. Et ils n'ont trouvé que ce moyen pour faire du lobbying et aller financer ceux qui avaient cette possibilité de le faire contre le Maroc. Et ils l'ont fait, mais ils n'ont pas réussi. C'est ça le problème. Ils le font de cette manière, même si c'est, disons, comme on dit en arabe, mafdouh, de manière dénuée, flagrante. Mais ils l'ont fait et ce lobbying n'a pas réussi. C'est ça le problème. Il ne réussira jamais parce que ce sont des gens qui n'ont pas compris ce que c'est que ce Maroc. C'est un Maroc qui est beaucoup plus solide. Je vous ai dit tout à l'heure, 12 siècles d'existence en tant qu'État-nation, 12 siècles en tant qu'État moderne, 12 siècles de difficultés de gestion et de gouvernance que les personnes ne peuvent casser d'un trait de plume comme ça pour dire « Ah, le Maroc n'a pas ceci, n'a pas cela ». Et de toutes les manières, même quand les dossiers dont vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, il y a la liberté de la presse, le problème de la justice au Maroc, ce sont tous des dossiers qui ont été jugés, qui ont été construits et instruits par Certains sont toujours en cours d'enquête. Ils sont en cours d'enquête. Et ce sont des institutions qui sont complètement indépendantes du pouvoir politique. C'est ça ce qu'il faut savoir. Et de la France aussi, pour le coup. Ou enfin, pardon, de l'Europe. De l'Europe de manière générale. De manière générale, nous avons des institutions qui sont respectables et respectées. Et on ne peut pas venir aujourd'hui dire « Ah, il y a un problème au niveau de votre justice, etc. » Ça n'a aucun sens. Le Maroc est un pays qui se respecte, c'est un pays de droit, c'est un pays d'avenir. Et de toutes les manières, l'histoire va rendre justice à ce royaume. Va rendre justice. Et le Maroc est un pays moderne qui ira très, très, très loin sur cette, cette configuration qui est en train d'être construite. Configuration régionale aussi, qui ira très très loin dans la diversification de ses partenaires sur tous les fronts. Et d'ailleurs, Nasser Bourita a souligné la nécessité de développer une coopération régionale tripartite entre le Maroc, l'Europe, ou la Commission européenne et Israël. Et d'ailleurs, il a évoqué un document en préparation qui allait être signé avant la fin de ce mois de mars pour consolider la dimension régionale tripartite dans nos relations. C'était quelque chose d'assez nouveau. En fait, c'est quelque chose d'assez nouveau, cette coopération tripartite Maroc, UE, Israël. Parce qu'avant, c'était USA, Maroc, Israël. Maintenant, il y a l'UE aussi qui se greffe, n'est-ce pas, un peu à ces accords. C'est normal. Vous savez, Israël, c'est quand même un pays qui a une réputation extraordinaire, une présence au niveau de l'Afrique qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier le fait, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, on oublie qu'il y a la Chine qui dépense un argent fou pour être présent. Il y a les milices russes qui sont là et qui imposent toute une discipline. Et vous avez Israël. Israël, avec toute sa technologie, tout son savoir-faire et toute sa capacité d'intégrer et de rentrer dans des systèmes
intelligent, comment voulez-vous ne pas travailler avec Israël? Il est hors de question de dire que quand on va avec Israël, on sacrifie la Palestine. Jamais de la vie. Le Maroc n'a jamais renoncé à ses devoirs vis-à-vis de Al-Quds, vis-à-vis de la Palestine. Il est resté toujours président du comité Al-Quds. Beit Mal Al-Quds est toujours une institution qui finance la ville sainte d'Al-Quds. Mais à côté de cela, là, Israël est un pays où il y a un grand intérêt pour le Maroc et pour d'autres pays à faire une coopération et une collaboration en grande intelligence sur au niveau des nouvelles technologies, au niveau du savoir-faire technologique et numérique aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas dire que nous contrôlons le numérique sans avoir justement ce partenariat avec Israël. Alors, dernière question sur cette sortie du Maroc de la liste grise du GAFI, du GAFI par rapport à des pratiques de blanchiment d'argent ou de financement de terrorisme. Bref, c'est tout récent. Et d'ailleurs, Nasser Bourita a appelé et a invité l'UE à interagir rapidement avec cette nouvelle en retirant le Maroc de la liste grise de l'Union. De toutes les manières, c'est une décision qui a été extraordinaire et que beaucoup d'observateurs ont regardé avec beaucoup d'intérêt. On retire le pays de cette liste d'observation. Parce qu'en fait, quand on met un pays dans une liste d'observation, comme c'est le cas pour l'Afrique du Sud aujourd'hui, sincèrement. Le Maroc a été retiré, l'Afrique du Sud, effectivement, aux côtés de 21 autres pays, ont été listés dans cette liste grise. Donc cette liste grise pose problème. Pourquoi? C'est une question de réputation. Demain, ceux qui ont, si vous voulez, cette politique c'est une attestation de bonne conduite que l'on vous donne, où vos créanciers, ceux qui vont vous donner des crédits, ceux qui vont venir investir, vont regarder si vous êtes sur cette liste ou pas. Je pense que le Maroc a déjà gagné ça. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous l'ai dit, le Royaume du Maroc sera véritablement à l'avant-garde de beaucoup de pays de la rive sud de la Méditerranée, et il va étonner plus d'un pays et plus d'une partie, que ce soit au niveau du Maghreb ou dans d'autres régions du monde. Absolument. Et l'année 2023 sera celle d'un engagement et d'ambition plus fort pour l'approfondissement des relations de coopération entre les deux parties dans les divers domaines. Donc, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, 2023, finalement, on est vraiment parti du bon pied dans nos relations avec l'Europe. Absolument. Donc, 2023, je vous l'ai dit. D'ailleurs, ce qui est intéressant, dans les déclarations du responsable européen, qu'est-ce qu'il a dit? Le Maroc a un plan de développement extrêmement intelligent et important et novateur. Donc, on parle ici du nouveau modèle de développement. De nouveaux modèles de développement où on annonce justement un certain nombre de choses qui font plaisir aux Européens, mais surtout qui donnent des garanties sur la voie et le sentier qui a été choisi par le Maroc. Et ça va être très, très, très important. Et les Européens l'ont dit. Et j'espère que les autres parties au niveau de la Commission européenne, même les technocrates, puissent entendre cet appel et dire « Oui, le Maroc est un pays sur lequel nous comptons, nous allons compter et nous allons appuyer le Maroc dans tout ce qu'il fait. » En tout cas, c'est une volonté qui a été clairement exprimée par le commissaire européen à la politique de voisinage et à l'élargissement, Oliver Varhelyi, qui visite le Maroc, rappelons-le, pour la deuxième fois en moins d'un an. Cette visite a été très concluante à plus d'un titre. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos éclairages, Cédric Aissaoui. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes.